Mais en soi, ce n'est pas grave. On va se rabattre sur le talent et la mémoire de nos conférenciers. Et donc, aujourd'hui, nous avons notre ami Jean-Pierre Combe qui va nous faire une petite déclaration. Et après, il y a notre ami Céline de la FSU qui parlera de l'école et de l'extrême droite. Voilà, je pense que ce sont des thèmes d'actualité qui sont quand même en lien avec ce que nous avons vu ce matin. Voilà, je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre. Merci. Bien. Pour régler la hauteur, on entend comme ça? Comme ça? Bon, comme ça, ça va. Alors, la mesure étant prise, j'espère que tout va fonctionner comme il faut. Alors, ce que j'ai prévu, de quoi j'ai prévu de vous parler, c'est du plan de Langevin-Wallon, projet de réforme d'ensemble du système éducatif français. Dans la France de ce premier quart du XXIe siècle, nous n'avons en général qu'une conscience évanescente du projet de réforme de notre système éducatif élaboré par une commission ministérielle des premiers gouvernements de la Libération. Son titre même, le plan Langevin-Wallon, ne constitue plus qu'un symbole de plus en plus diffus. C'est en effet en exécution de l'arrêté du 21 janvier 1944 du Comité français de libération nationale portant création d'une commission de la réforme de l'enseignement que son commissaire à l'éducation nationale, René Capitan, devenu ministre par le fait de la transformation le 20 août 1944 de ce comité en gouvernement de la République française, arrête le 8 novembre 1944 la création et la composition d'une commission d'études sur la réforme de l'enseignement. Son président est Paul Langevin, physicien et pédagogue, dont les recherches portent sur le magnétisme, le mouvement brownien, la propagation des ondes, et qui a introduit en France la théorie de la relativité d'Einstein. Ces deux vice-présidents sont Henri Pierron, psychologue, fondateur en France de la psychologie scientifique, dont d'importants travaux portent sur l'étude du déroulement des évaluations en pédagogie, et membre du groupe français d'éducation nouvelle, GFEN, ainsi que Henri Wallon, psychologue, médecin, qui a beaucoup étudié la psychologie de l'enfant. En sa qualité de président, Paul Langevin introduit le 4 décembre 1944 les travaux de cette commission. Après sa mort, survenue le 16 décembre 1946, le vice-président Henri Wallon lui succède. Fin mai 1947, les partis majoritaires dans l'Assemblée nationale, avides de bénéficier du plan Marshall, cèdent aux pressions états-uniennes et renversent le dernier gouvernement de la Libération pour former un gouvernement sans ministre communiste. Un gouvernement dit de troisième force est alors formé. Pendant ce temps, les travaux de la commission d'études sur la réforme de l'enseignement s'achèvent par l'adoption de son rapport à l'unanimité de la commission, et le président Henri Wallon le dépose le 19 juin 1947 dans les mains de Marcel Negelen, le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
La publication ministérielle L'Éducation nationale du 3 juillet 1947 commente ainsi l'annonce que la Commission de réforme de l'enseignement publie son rapport. Le ministre a remercié le président et la commission de leur dévouement. Il a fait connaître à la commission que le projet suscite à l'étranger un courant d'intérêt très marqué. Il est donc indispensable que le projet soit largement diffusé dans le monde, quand bien même il ne devrait pas recevoir une application immédiate en France. La nation française doit se doit de répandre généreusement ses conceptions nouvelles. L'annonce contenue dans ce commentaire que ce projet a toute chance de ne pas trouver d'application immédiate en France marque fortement le revirement de l'orientation de ce gouvernement par rapport au précédent. Pour faire passer la pilule, le nouveau ministre donne un avis favorable à une large diffusion mondiale du projet Langevin-Wallon, hypocrisie des gouvernements de troisième force. Introduisant les travaux de la commission, je reviens au début du travail de la commission. Paul Langevin argumente la détermination des objectifs qu'elle va fixer pour conduire ses travaux, en développant devant elle les rapports qui relient les humanités à la culture. Dans notre langue, l'usage alors courant du pluriel du mot « humanité » désignait les études de langue française, des langues anciennes, latines et grecques, de philosophie, d'histoire, que les écoliers pouvaient commencer dans les 2 classes du baccalauréat et poursuivre dans les facultés de lettres des universités. Alors, l'analyse sommaire, en fait, je prends la première partie du développement du plan lui-même, qui développe les principes. Alors, introduction. Pendant l'entre-deux-guerres, c'est le propos du plan lui-même que je porte ici. Pendant l'entre-deux-guerres, l'enseignement français était réputé dans le monde entier pour sa haute qualité et sa valeur culturelle. Notamment, l'enseignement primaire se proposait de donner à tout homme, aussi humble que soit son origine, le minimum de connaissances indispensables à tout citoyen conscient pour enrichir son esprit et élargir son horizon. Cela étant, réorganiser notre enseignement devenait dès avant la Deuxième Guerre mondiale évidemment nécessaire, et dans l'après-guerre présent, il est nécessaire et urgent de le réformer complètement pour qu'il assume son rôle dans une démocratie moderne. Il faut procéder à une réorganisation générale pour remplacer la construction disparate de l'ancien système d'enseignement par un ensemble clairement ordonné et susceptible de satisfaire tous les besoins. Adapter sa structure à la structure sociale, la bourgeoisie à elle seule ne suffisant plus à tenir les postes de direction et de responsabilité. Mettre l'école à tous les degrés, en contact avec la réalité de la vie, donner à tous les élèves une formation civique, sociale et humaine. Fonder sur les sciences de l'éducation la pédagogie nouvelle qui inspirera les pratiques de l'enseignement. Reconnaître dans l'élève le futur citoyen. Lui apporter l'explication objective et scientifique des faits économiques et sociaux, cultiver méthodiquement son esprit critique, lui apprendre activement l'énergie, la liberté et la responsabilité.
Les mesures de réorganisation en seront l'application. Principe de justice dans l'égalité et dans la diversité. Tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au développement maximal que leur personnalité comporte. Par conséquent, l'école doit offrir à tous d'égales possibilités de développement, d'accès à la culture et se démocratiser par une élévation continue du niveau culturel de la nation. La diversification des fonctions sera commandée par la capacité de chacun à remplir la fonction. La démocratisation de l'enseignement est conforme à la justice et assure une meilleure distribution des tâches sociales. Elle sert l'intérêt collectif en même temps que le bonheur individuel. L'enseignement rompra avec l'entretien du préjugé antique d'une hiérarchie entre les tâches et entre les travailleurs. L'équité exige la reconnaissance de l'égale dignité de toutes les tâches sociales et de la haute valeur matérielle et morale des activités manuelles, de l'intelligence pratique, de la valeur technique. Le progrès et la vie de la démocratie véritable sont subordonnés à l'exacte utilisation des compétences. Les jeunes ont droit à un développement complet. Cela implique la réalisation des conditions hygiéniques et éducatives les plus favorables. En particulier, l'effectif des classes ne devra jamais dépasser 25 élèves. L'orientation scolaire, puis l'orientation professionnelle, servent à la mise en valeur des aptitudes individuelles en vue d'une utilisation plus exacte des compétences. Elles aboutiront à un classement des travailleurs fondé à la fois sur les aptitudes individuelles et les besoins sociaux. La culture générale représente ce qui rapproche et unit les hommes, alors que la profession représente trop souvent ce qui les sépare. Alors, je reviens un petit peu sur l'introduction des travaux de la commission par Paul Langevin. Je donne 3 ou 4 citations de ce rapport. Il distingue 3 aspects du problème du rapport des humanités à la culture, l'aspect individuel, l'aspect collectif ou humain et l'aspect national. Du point de vue individuel, la culture est ce qui permet de former l'être humain à partir de l'enfant, de le préparer et de l'adapter aussi largement que possible à la vie, au contact avec la nature et avec les hommes, à l'action sur les choses d'accord avec les hommes. Sous ces divers aspects, scientifiques, littéraires, philosophiques, artistiques, morales et civiques, la culture doit développer, à mesure de leur apparition, les diverses facultés inégalement présentes chez les divers individus, d'observation, de réflexion abstraite, d'expression verbale ou plastique et d'action. Citation suivante, l'aspect collectif de la culture. Dans l'étape où l'enfant passe du groupe familial au groupe scolaire, l'école fait faire à l'enfant l'apprentissage de la vie sociale et singulièrement de la vie démocratique. L'école est une véritable entreprise de culture dont l'individu ne profite pleinement que s'il est entraîné et soutenu par le milieu scolaire. Ainsi se dégage, c'est toujours Langevin qui parle,
la notion du groupe scolaire à structure démocratique auquel l'enfant participe comme futur citoyen et où peuvent se former en lui, non par les cours et les discours, mais par la vie et l'expérience, les vertus civiques fondamentales. Notez que cet apprentissage de la vie sociale, essentiellement laïque, c'est toujours Langevin qui parle, n'engage aucune idéologique, aucune mystique, métaphysique ou religieuse. Et troisième citation, sur le plan national, pour les autres jeunes gens dont les aptitudes sont moins évidentes, l'effort d'orientation devra tenir compte, nationalement ou régionalement, des besoins en personnel créés par la nécessité d'exploiter nos richesses naturelles et par notre situation générale à l'égard des autres pays, par les possibilités d'échanges internationaux qui ne peuvent manquer d'aller en s'accroissant. Constamment. Il est à souligner que la symbiose la plus effective et la plus pacifique entre les nations permet à notre pays, comme à tous les autres, de développer au maximum sa personnalité, c'est-à-dire permettre aux enfants de choisir leur voie le plus librement possible. Alors, bon, ces trois citations, vous les retrouvez dans ce que j'avais lu précédemment du plan lui-même, et elle résonne, surtout la dernière, résonne intensément relativement au projet de notre gouvernement actuel d'introduire l'intervention militaire dans nos écoles. Alors, je poursuis. Conséquence des principes généraux. Alors, par conséquent, une culture générale solide servira de base à la spécialisation professionnelle et se poursuivra pendant l'apprentissage de telle sorte que la formation de l'homme ne soit ni entravée ni limitée par celle du technicien. L'organisation nouvelle de l'enseignement permettra le perfectionnement continu du citoyen et du travailleur. L'école doit être le point de rencontre, l'élément de cohésion qui assure la continuité du passé et de l'avenir. Conséquence de ces principes. Première conséquence, reconstruction complète de notre enseignement selon un plan plus simple et plus cohérent, dont la structure répond aux principes de justice fondamentaux dans une démocratie. La logique et l'équité exigent que ces divers échelons répondent non pas à des catégories sociales, mais à des niveaux de développement, puis à des spécialisations d'aptitudes des élèves. Par conséquent, la nouvelle structure de l'enseignement présentera des degrés progressifs correspondant à des niveaux de développement successifs auxquels tous les enfants accéderont. Le premier degré obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 ans comprendra 3 cycles successifs. Le premier cycle, de 3 à 11 ans, l'obligation scolaire courant à partir de 6 ans. Les enfants y acquerront les techniques de base leur permettant de comprendre et de se faire comprendre. Ils prendront la connaissance du milieu physique et humain qui leur permettra de se situer dans l'espace et dans le temps. À la fin de ce cycle, tous les enfants entreront obligatoirement dans les établissements du second, puis dans ceux du troisième cycle, lequel s'achèvera à 18 ans. L'obligation scolaire est donc prolongée jusqu'à cet âge. À l'époque, ça signifiait une prolongation de 4 ans. En principe, l'obligation scolaire aujourd'hui, c'est jusqu'à 16 ans,
Mais le plan, donc Langevin-Wallon, vous allez voir selon l'exposé des conséquences des principes initiaux, que pour le plan Langevin-Wallon, les évolutions qui ont eu lieu dans les dernières années, dans les 40 dernières années de notre système éducatif, n'ont pas à influencer, à modifier les dispositions de ce plan. Elles les justifient au contraire, toutes. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième cycle, de 11 à 15 ans, est une période d'orientation. Il comporte le complément indispensable de culture générale et l'observation méthodique des enfants. Le troisième cycle, de 15 à 18 ans, est une période de détermination. La formation de chaque élève fera de lui un citoyen et un travailleur. Ceux qui seront reconnus aptes à recevoir l'enseignement supérieur recevront une formation théorique adaptée. Les autres, la continuation de leur culture générale en rapport avec une culture spécialisée, orientée vers la profession. Les élèves désignés par leurs aptitudes pour exercer un métier seront reconnus aptes à entrer dans la vie professionnelle. Il faut donc que l'enseignement du troisième cycle offre des combinaisons d'études adaptées aux différentes catégories d'esprit. Le deuxième degré, après la fin de l'obligation scolaire, donc au-delà des 18 ans, sera ouvert à tous ceux qui se seront avérés capables d'en profiter. Élargi et diversifié, il offrira une progression vers des spécialisations de plus en plus définies dans toutes les catégories d'aptitudes et d'activités, assurant les études techniques comme littéraires, scientifiques et artistiques. Il assurera la formation des maîtres à tous les degrés. Des instituts hautement spécialisés accueilleront ensuite les chercheurs. Deuxièmement, deuxième conséquence des principes, les mesures indispensables de justice sociale, gratuité des enseignements du premier et du second degré. Cette gratuité concernera les frais d'études, mais aussi les conditions et moyens de vie des étudiants et l'établissement d'un régime réaliste d'attribution des bourses, assurant un pré-salaire aux écoliers en fin d'obligation scolaire et un salaire étudiant aux étudiants du second degré. Dignité, situation matérielle et morale des maîtres en leur assurant leur rémunération et les conditions de leur perfectionnement. Conséquences financières. Elles résultent de la nécessité de reconstruire et renouveler les locaux et les matériels pour cause de dommages de guerre et de vétusté des installations. Nécessité d'aménager les cadres. Nécessité de financer les mesures de justice sociale. Nécessité d'accroître le nombre des maîtres à tous les degrés. Conclusion du rapport. Entreprendre cette réforme est d'autant plus urgent que sa réalisation totale demande du temps et donc sera progressive. Il est donc urgent de porter le budget de l'éducation nationale au niveau correspondant à l'ambition de ces réformes. Et le rapport donne des exemples à l'étranger. En 1946, la part du budget de l'éducation nationale dans le budget national de la France n'était que de 7%, ce qui est peu si on la compare à l'Angleterre, 20%, aux États-Unis d'Amérique, 21%, à la Russie, 25%. Voilà pour le plan proprement dit.
mais ça pose des tas de questions et je vais vous en poser deux au moins. Une au moins. Est-il utopique de prétendre à un enseignement tel que le définit le projet Langevin-Wallon, c'est-à-dire qu'il soit d'un seul niveau, c'est-à-dire dont la culture générale soit commune à tous les élèves, dont les sections communiquent facilement entre elles et aboutissent toutes à une fin d'études au même âge, comporte, après un véritable tronc commun, 3 sections rigoureusement parallèles, l'une pratique, la deuxième professionnelle et la troisième théorique unifiée, les 3 sections étant d'égale dignité, leur diversité n'impliquant ni démembrement ni division, et qui comporte tout un ensemble de mesures de justice sociale dont l'absence serait la négation de toute réforme. C'est le plan lui-même qui parle ici. Alors, jusque dans les années 1980, les syndicats progressistes de l'enseignement revendiquent la mise en œuvre du plan Langevin-Wallon, autant sur le plan des structures que sur celui des contenus enseignés. Est-il absurde d'expliquer objectivement et scientifiquement aux élèves les faits économiques et sociaux, de cultiver méthodiquement leur esprit critique, de donner à l'enfant le goût de la vérité, l'objectivité du jugement, l'esprit de libre examen et le sens critique? Toutes les évolutions de notre enseignement depuis 1947 ont été contraires aux principes et aux contenus définis par le projet Langevin-Wallon, soit que nos gouvernements aient voulu et cultivé leur oubli, soit même qu'ils aient mensongèrement prétendu entreprendre sa mise en application. Je pense, j'ai le droit de penser, même si je vous fais une conférence, que la mise en œuvre du projet Langevin-Wallon reste aujourd'hui une revendication des plus pertinentes pour tous les membres de notre peuple. Qu'en pensez-vous vous-même? La parole vous appartient maintenant.